Pour ne rien rater de nos programmes, n'oubliez pas de vous abonner à nos 2 chaînes YouTube, le Média TV et le Média 24/7, et d'activer la cloche. 2 heures de chaos, des manifestants blessés, mutilés, traqués, des gendarmes qui jubilent de faire la guerre et appellent au meurtre, et un État qui fait semblant de ne pas voir. Bienvenue à Sainte-Soline. Bonjour et bienvenue dans le récap. Nous sommes le jeudi 6 novembre et aujourd'hui, on remonte le temps, pas pour le plaisir, mais parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas le droit d'oublier ni de laisser passer. Retour au 25 mars 2023 à Sainte-Soline, dans les Deux-Sèvres. Une date gravée au fer rouge dans la mémoire d'au moins 30 000 personnes, défenseurs de l'environnement, dont je faisais partie, comme ma collègue du média, Lisa Lapp. Hier, Mediapart et Libération ont rouvert le dossier Sainte-Soline et avec lui, des plaies tout juste refermées pour les plus chanceux d'entre nous. En décortiquant plus de 80 heures d'images des caméras piétons des gendarmes mobilisés ce jour-là, ils mettent au jour ce que beaucoup savaient déjà, mais que l'État s'échine à passer sous silence, un déferlement de violence assumé et même encouragé par le commandement. Et le résultat, à défaut d'être surprenant, est tout bonnement édifiant. Faut leur tirer dans la gueule. T'en crèves 2 ou 3, ça calme les autres. Des merdes comme ça, il faut les brûler. On prend le FAMAS et bam. Ces phrases, extraites des vidéos obtenues par nos confrères, sortent de la bouche des gendarmes, des militaires investis d'un monopole de la force qui s'en prennent à des manifestants écologistes, déjà désignés comme éco-terroristes par le ministre de l'Intérieur de l'époque, Gérald Darmanin. Cette partie de la manifestation extrêmement violente relevée d'activistes. Une quarantaine de personnes fichées S à l'ultra-gauche ont été repérées dans cette manifestation avec des modes opératoires qui relèvent, je n'ai pas peur de le dire, de l'éco-terrorisme que nous devons absolument combattre. Les mots de Darmanin donnent le ton. Ils datent de la première mobilisation d'ampleur, déjà sévèrement réprimée à Sainte-Soline en octobre 2022. En assimilant les manifestants contre les méga-bassines à des terroristes, le ministre de l'Intérieur donne le feu vert à une répression absolue au mépris de toutes les règles du maintien de l'ordre. Le 25 mars 2023, tout était permis dans l'impunité la plus totale et les militaires l'ont bien compris. Rien ne les arrêtait. Les gendarmes se savent pourtant filmer et enregistrer, ce qui ne les empêche pas de dépasser toutes les limites, allant jusqu'à des appels répétés au meurtre de citoyens qu'ils insultent constamment dans leurs échanges. Dans leurs viseurs, les humains qui leur font face sont réduits au statut d'animaux qu'ils traquent. Ils se réjouissent constamment des blessures qu'ils infligent. « Je ne compte plus les mecs qu'on a éborgnés », dit l'un d'eux. « Un vrai kiff », lui répond son collègue. Cette frénésie de violence grise les gendarmes. L'un d'eux s'exclame que c'est enfin la guerre. « J'ai signé pour ça, mec. J'ai attendu 10 ans de gendarmerie pour vivre ça », ajoute-t-il. Et il est vrai que c'était la guerre. De l'autre côté du champ de bataille, les grenades pleuvent. Plus de 5000 en 2 heures d'affrontement, dont un nombre considérable de GM2L, ces horreurs explosives qui mutilent à tour de bras et peuvent tuer. Ce sont des armes de guerre. Tirées à hauteur de visage, elles peuvent arracher une tête. Et justement, à Sainte-Soline, elles sont presque systématiquement envoyées en tir tendu. Un geste évidemment contraire au règlement, mais largement encouragé par le commandement sur place. Les ordres illégaux fusent. Mets-leur une GM2L dans la gueule, ou encore « Entendu, entendu, baisse ton canon ». Normalement, pourtant, on tire en cloche pour que la grenade ait le temps de se déclencher en l'air. Les lanceurs Cougar sont d'ailleurs conçus, coudés, précisément pour empêcher ce type de tir. Incliner ou retourner l'arme pour tirer en tendu n'est donc pas un accident. C'est un acte délibéré qui vise à faire le plus de dégâts possible sur les corps qu'ils percutent. En plus de ces tirs tendus illégaux, les militaires s'acharnent à viser le visage des manifestants ou encore leur partie génitale, toujours au mépris du règlement. Un tireur dit à son collègue « Celle-là, elle va leur claquer dans le nez, regarde !» Bien, l'encourage le second, suivi d'une observation enthousiaste. Il l'a prise dans les couilles. Encore une fois, ces agissements se font avec l'aval de la hiérarchie. Les gradés sont complices de leurs hommes. Dans la vidéo Enquête, on entend l'un d'eux ordonner « Tirez-leur dans la gueule ». La vue du massacre ne les arrête pas, au contraire. Les militaires savourent, ils se félicitent et tiennent les comptes. « J'ai tiré 7 LBD, j'en ai couché au moins 4 des mecs », dit l'un d'entre eux. Dans les médias, le soir même, on nous vend des agents de l'État traumatisés et gravement blessés, mais à écouter leurs propres commentaires répétés sans cesse, ils ont kiffé. On est sur l'Everest de la gendarmerie mobile, estime l'un d'entre eux.
Parmi les manifestants, c'est un véritable carnage. Les tirs policiers commencent avant même que le premier cortège n'arrive au pied de la méga-bassine. À 12h17, alors qu'il est encore à 1 km de la bassine, le cortège, jugé le plus radical, est pris pour cible par les gendarmes pour le disperser, disent-ils. Complément d'enquête en reportage dans les rangs bleus ce jour-là contredit déjà la version officielle qui indique que les affrontements ont commencé à 13h05 avec des jets de cocktails Molotov et des tirs de mortier d'artifice sur la gendarmerie. Les premiers mensonges sont là. Pourtant, sur les images, tout prouve que le dit cortège radical ne s'est rendu coupable d'aucune violence. Comment aurait-il pu, alors qu'il est à découvert, à une telle distance, au beau milieu d'un champ? La gestion des militaires semble déjà chaotique. 30 minutes plus tard, quand le premier cortège pacifique arrive au pied de la bassine, c'est le plus familial, il est pris pour cible par erreur, alors que le commandant veut à nouveau tirer sur les éléments les plus radicaux. Et Mike, il tire pas, dis-leur tout de suite qu'il tire pas sur le roche. Eh putain, mais ils tirent, ils sont cons quoi. Mike, c'est Bravo 4, le convoi bleu, le premier que vous avez tiré, c'est celui-là qu'il faut harceler. Il est 12h48, le cortège dit familial se retrouve dans un brouillard de gaz lacrymogène. Un peu de cortège. Pardon ? C'était pas le bon cortège. Les reporters de l'AFP présents sur place estiment que c'est cet assaut qui a déclenché de vifs affrontements. Pour ma part, je suis encore à quelques centaines de mètres de l'arrivée, au sein du cortège des loutres jaunes, le 3e. Des panaches de fumée se distinguent aisément déjà, mais aux alentours de 13h, quand je suis enfin sur place, je fais face à une violence jamais connue auparavant. Craignant les armes après des années de journalisme indépendant à couvrir les manifestations, je reste à bonne distance, près des médics, pour observer et rendre compte de la situation sur X. À peine quelques minutes après mon arrivée, les premières alertes se font entendre dans les rangs des manifestants qui viennent d'essuyer des tirs nourris de grenades. Les secouristes volontaires s'activent, ils prennent en charge les premiers blessés. Une vieille ambulance de fortune, un genre de camionnette façon Louis la Brocante, est sur place pour transférer les plus amochés vers le bourg de Sainte-Soline où les attendent les pompiers et le SAMU, non autorisés à s'approcher davantage. Vers 13h30, une brèche est ouverte et quelques manifestants réussissent à pénétrer dans l'enceinte de la bassine, un simple trou à ce stade des travaux protégé par 3000 gendarmes. L'intensité redouble, un camion de gendarmerie est en flammes et c'est là que tout s'accélère pour les médics. Je vois affluer de plus en plus de blessés, portés par leurs camarades, ensanglantés, parfois inconscients, le tout au milieu des grenades et des LBD qui continuent de pleuvoir sur la foule. À 13h42, j'entends les secouristes perdre le contrôle de la situation. Entre eux, à l'écart, ils évoquent une hécatombe et s'inquiètent de l'afflux de blessés, toujours plus graves, qui arrivent. L'ambulance est déjà saturée, les stocks de produits de secours s'épuisent à toute allure et les mutilés s'entassent dans le fossé boueux. J'entends une camarade urgentiste de son état annoncer à un jeune homme qu'il vient de perdre un œil dans ce même fossé. Un autre a la jambe déchiquetée et perd beaucoup de sang. Un peu plus loin, c'est une mâchoire disloquée qui monopolise des soignants. Certains arrivent inconscients, les autres sont traumatisés et désorientés. La moindre explosion les tétanise et elles s'enchaînent à un rythme effréné. Tous réunis sur un petit chemin, base arrière des médics, ils sont normalement à assez bonne distance des affrontements pour être en sécurité. Mais c'était sans compter sur les unités en quad qui tirent au LBD sur tout ce qui bouge. D'abord cantonnés à cibler la foule active, ils décident soudainement de s'en prendre aux blessés qu'ils noient sous un nuage de gaz si dense qu'on n'y voit plus à quelques mètres. Des élus, LFI et écolos notamment, arrivent à ce moment-là. Ils tentent de former une chaîne humaine autour des blessés pour dissuader les forces de l'ordre de réprimer cette zone. Peine perdue, même l'écharpe tricolore ne peut rien face aux bras armés de la République. Ce 25 mars 2023, plus de 250 blessés sont péniblement dénombrés dans les rangs des manifestants, puisque tous n'ont pas été pris en charge par les services hospitaliers, notamment par crainte de la répression. Et d'ailleurs, ils ont eu raison, puisque certains, encore sur leur lit d'hôpital, ont reçu la visite des gendarmes et été criminalisés, alors même qu'ils n'étaient pas encore soignés. Certains décomptes, comme celui de nos camarades de contre-attaque, évoquent jusqu'à 400 blessés,
dont 4 particulièrement graves. Serge D a été touché à la tête par un tir tendu de grenade issu d'un véhicule blindé. Sa boîte crânienne a été fracturée, provoquant des lésions irréversibles dans son cerveau. Il est resté près d'1h20 entre la vie et la mort, sans pouvoir être pris en charge par les secours, empêché d'accéder au site, alors même que les médecins militaires étaient sur place. Il est resté plusieurs semaines dans le coma et se bat actuellement toujours pour retrouver ses capacités. Évoquons aussi les cas de Michael, frappé dans le cou par une balle de LBD en caoutchouc et plongé dans le coma. L'hématome cérébral aurait pu lui coûter la vie. Alix, 19 ans, quant à elle, a encaissé une grenade en tir tendu dans la mâchoire, broyant ses os avant que l'explosion n'atteigne ses jambes. Elle a aussi dû attendre avant d'être prise en charge par les secours, 2h30 avant l'arrivée des pompiers et plus de 5 heures pour une hospitalisation. Dans les rangs des gendarmes, 45 personnes ont été blessées. Ils ont quant à eux pu être pris en charge immédiatement par les médecins militaires et rapidement transportés en hélicoptère lorsque cela s'avérait nécessaire. À ce jour, aucun des gendarmes mobilisés à Sainte-Soline n'a été inquiété. 2 enquêtes distinctes ont été menées, une enquête pénale toujours en cours, confiée au parquet de Rennes, compétent pour les affaires impliquant des forces de l'ordre, et une enquête administrative conduite par l'inspection générale de la gendarmerie nationale. Dans un rapport, cette dernière réduit ces violences à des dérives individuelles de quelques gradés, évoquant des tirs tendus réalisés à la marge, tout en reconnaissant que d'autres gendarmes ont également à plusieurs reprises effectué des tirs qui ne semblent pas conformes. Hier, après les révélations de Mediapart et Libération, le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, a demandé une enquête administrative à l'IGGN pour faire la lumière sur la situation. Il récuse cependant l'utilisation du terme violence policière et estime que la riposte a été proportionnée. Niveau de violence qui avait atteint un niveau inégalé ce jour-là. Il y a eu une riposte qui a été très majoritairement proportionnée. Majoritairement proportionnée, même après avoir vu ces vidéos. Mais bien sûr, nous avons connaissance au travers de ces vidéos de propos et de gestes qui posent problème. Il y a une enquête administrative, nous verrons. Mais attention, ce jour-là, les manifestants étaient extrêmement violents. Il y a eu une réponse qui a été donnée qui est dans la majorité des cas proportionnée. Il y a ces vidéos qui viennent de sortir. Ce sont des violences policières, Laurent Nunez, ou pas ? Si elles sont avérées, en tout cas, ce sont des gestes qui ne sont pas réglementaires. Et donc, il y a une enquête administrative et il y aura des sanctions qui seront prises. Est-ce que ce sont des violences policières, ce que vous avez vu sur ces vidéos ? Ce sont des gestes de violence qui ne pourraient ne pas être proportionnels. L'enquête le dira. Il y a des tirs tendus, ça n'est pas permis. Mais je ne reprends jamais à mon compte ce terme de violence policière parce que vous savez que dans d'autres lieux, il est utilisé pour qualifier l'action de la police comme étant, d'une manière générale, génératrice de violences policières systémiques, j'ouvre les guillemets. Comme toujours, l'État couvre ses forces armées. De son côté, une partie de la gauche parlementaire, notamment des députés LFI et écologistes, exige une commission d'enquête et des sanctions. Certains d'entre eux ont même saisi la justice. Le collectif organisateur de la mobilisation contre les méga-bassines, les soulèvements de la terre, ainsi que les blessés et des associations de défense des droits dénoncent un système d'impunité et réclament eux aussi que les responsables soient enfin poursuivis et sanctionnés. À Sainte-Soline, pendant 2 heures, au beau milieu d'un champ, l'État français a laissé les mains libres à des bourreaux ivres de violence pour massacrer une marche écolo au prétexte de protéger un vulgaire trou, finalement déclaré illégal par la justice. Il ne s'agissait pas d'un simple maintien de l'ordre musclé face à des manifestants enragés, comme veulent le faire croire ceux qui l'ont ordonné. C'était la démonstration d'un État qui confond monopole de la violence légitime et impunité totale pour écraser ses opposants au mépris de tout cadre légal. Les gendarmes censés encadrer les manifestations ont complètement dévoyé leur mission avec l'aval de leur hiérarchie la plus haute. Et quand les preuves sont accablantes, l'État continue de couvrir l'inacceptable dans toute démocratie qui se respecterait. Aussitôt, la machine à blanchir se met en marche et l'esprit de corps fait le reste. Les victimes, quant à elles, restent sur le carreau avec leur vie en miettes. Policiers et gendarmes bénéficient d'un régime d'exception permanent qui galvanise des comportements extrêmes et violents. En France, depuis plusieurs années, le maintien de l'ordre est devenu hors de contrôle et Sainte-Soline en est l'exemple le plus criant. Désormais, l'impunité policière ne se cache même plus, elle s'expose crue, à visage découvert.
Et on continue avec les discussions autour du budget de la sécurité sociale qui se poursuivent à l'Assemblée nationale. Hier a été adoptée la hausse de la contribution sociale généralisée, la CSG, sur les revenus du capital destinée à financer la suspension de la réforme des retraites. Une victoire pour les partis de gauche qui ont porté cet amendement. La présidente du groupe LFI à l'Assemblée nationale, Mathilde Panot, a en revanche fustigé le comportement ambigu du Parti socialiste qui oscille entre soutien aux revendications sociales et compromis avec le gouvernement. Elle était ce matin sur France 2, on l'écoute. L'augmentation de la CSG sur le capital, donc qui permet de faire revenir des recettes dans la sécurité sociale, 3 milliards d'euros, a été votée en commission. Et là, sans prévenir personne, le Parti socialiste décide de faire un deal avec les macronistes, encore une fois un deal secret, pour présenter un amendement moins 10 ans qui n'est pas pérenne dans le temps et nous propose de voter cela. C'est quand même 3 milliards d'euros pris aux riches. Absolument furieux que nous rejetions cet amendement. Eh bien, en rejetant ce deal pourri qui ne servait à rien, nous avons obtenu un amendement mieux 10 ans. Ensuite, je vais vous dire, je rappelle que le Parti socialiste avait d'abord dit qu'ils allaient censurer s'il n'y avait pas de gouvernement de nouveau Front populaire, puis s'il n'y avait pas d'abrogation de la réforme de la retraite, puis s'il n'y avait pas de suspension de la réforme de la retraite. Non, ce n'est pas une suspension, c'est un décalage d'ailleurs, y compris Emmanuel Macron l'a dit. Exactement. Donc on décale juste, mais ça ne remet pas en cause la retraite à 64 ans. Ensuite, ils ont dit on censure s'il n'y a pas de taxe Zuckman. Il n'y aura pas de taxe Zuckman. S'il n'y a pas de taxe Zuckman light, il n'y aura pas de taxe Zuckman. Il y aura un impôt sur la fortune improductive. Je vais vous dire, mais qui exonère des milliardaires de cet impôt et donc qui a fait des cadeaux aux plus riches avec le RN. Je vais vous dire, la peur des élections du Parti socialiste devient ridicule. Et du côté de la droite, ça s'insurge pendant que l'ancien Premier ministre Édouard Philippe parle de délire fiscal. Le président de la région Hauts-de-France, Xavier Bertrand, met dos à dos la France insoumise et le RN. Mais c'est des fous. Mais c'est des fous. Bah, c'est des fous. Attendez. C'est des fous. C'est quand même LFI et le Rassemblement national qui mènent le bal des fous. C'est quand même ça. Eux, le vrai... Qu'est-ce qu'ils cherchent au final? Ils cherchent à ce que ce budget ne soit pas adopté. Ils cherchent à faire tomber Monsieur le Cornu, ils cherchent à avoir une dissolution de l'Assemblée nationale et ils cherchent à obtenir le départ du président de la République. Ils ne cherchent que ça. L'intérêt de la France, le bien des Français, c'est pas leur problème. Ils sont dans une course de vitesse, il faut que tout tombe, parce que Monsieur Mélenchon, lui, aujourd'hui, il voit bien qu'il est en fin de parcours. Madame Le Pen, il y a une course de vitesse avec le procès qui est arrivé, puis Monsieur Bardella qui monte en puissance. Il faut que ça tombe. L'intérêt de la France, c'est pas leur problème. Ils veulent accélérer le calendrier politique, c'est leur seul objectif. Mais le budget, ça ne les intéresse pas. En attendant, moi je compte sur le Sénat pour remettre de l'ordre dans tout cela. Et je le dis aussi à ceux des députés qui ne sont ni LFI ni RN, regardons les choses en face. On ne peut plus être dans un pays où dès qu'il y a un problème, on est avec une taxe nouvelle. Dès qu'il y a une difficulté, on lève un impôt. Il y a la baisse des dépenses, c'est la priorité. Emmanuel Macron, lui, continue de défendre les intérêts des grandes fortunes. On ne rend pas un pays plus heureux quand on empêche les champions d'avancer, d'aller conquérir de nouveaux marchés, a déclaré le président. Et pendant que les débats se poursuivent à l'Assemblée, les retraités de plusieurs organisations syndicales se sont mobilisés dans toute la France ce jeudi. Il dénonce un acharnement pointant le gel des pensions et du minimum vieillesse, la suppression de l'abattement fiscal de 10% dont bénéficient les retraités et le doublement des franchises médicales. On continue de suivre les mobilisations autour du budget dans les semaines à venir. La CGT, la FSU et Solidaire appellent notamment à une journée de grève interprofessionnelle le 2 décembre. Ce midi, mes collègues Lisa Lapp et Andrei Manivit se sont rendus sur l'esplanade des Invalides pour suivre l'arrivée de la caravane européenne Toxic Tour. La camionnette chargée des barils de pesticides toxiques parcourt les capitales européennes pour dénoncer l'accord de libre-échange UE-Mercosur. Pour rappel, ce projet vise à faciliter les échanges commerciaux entre l'Union européenne et les pays d'Amérique du Sud. Depuis plusieurs années, celui-ci suscite des inquiétudes, notamment chez les agriculteurs. On écoute Fanny Métra, porte-parole de la Confédération paysanne, qui explique pourquoi, selon elle, cet accord pose problème. Alors aujourd'hui, on est là, c'est le Toxic Tour. C'est une espèce de tour dans toute l'Europe, dans toutes les grandes villes européennes, pour en fait marquer le coup et dire à quel point cet accord UE-Mercosur est toxique, particulièrement sur la question des pesticides. Bon, nous, en tant que Confédération paysanne, en tant que paysannes et paysans, ça va au-delà de la question des pesticides, mais quand même, il y a un focus après la pétition loi Duplon et après tous les débats qu'il y a eu autour de la cétamipride cet été en France. C'est important de montrer à quel point c'est hypocrite. On signe un accord de libre-échange là, actuellement,
où 178 produits matières actives utilisés au Brésil. Dans les 178 matières actives, 138 sont interdites en France. Du coup, on interdit des pesticides. On continue à les produire, on les exporte au Brésil par exemple, et après on importe la nourriture qui est bourrée de pesticides ici en France. Du coup, il y a quand même une hérésie de dire, c'est comme l'accord du climat, hein. Dans l'accord UE-Mercosur, l'accord de climat de Paris qui a fait tant de bruit à l'époque, n'est pas respecté dans l'accord UE-Mercosur. Et en fait, tout ce pourquoi on s'est battu ces dernières années va être détricoté avec cet accord. Et clairement, l'agriculture française et européenne, c'est la monnaie d'échange. On va exporter des voitures pour détruire l'agriculture française. Et ça, c'est très clair, hein. Plein de filières, c'est pas que la viande bovine, mais aussi le miel, le sucre. Il y a plein de filières qui vont être mises à mal. Ça fait 25 ans que cet accord est en négociation et c'est pas pour rien. C'est que clairement, il est délétère pour l'agriculture. L'action de ce midi, organisée par le collectif Stop CETA Mercosur, vise également à dénoncer le revirement d'Emmanuel Macron sur cette question et l'inaction de la France pour bloquer le traité. On écoute à ce sujet l'économiste Maxime Combes. Emmanuel Macron, au Salon de l'Agriculture en février dernier, avait dit que l'accord UE-Mercosur était un mauvais texte et qu'il ferait tout pour le faire dérailler. Et il se trouve que depuis la rentrée, depuis le mois de septembre, depuis que le texte de l'accord est dans les tuyaux de la ratification européenne, la France dit désormais que finalement, peut-être qu'avec la clause de sauvegarde qui a été mentionnée par la Commission européenne, maintenant l'accord serait acceptable. Il ne l'est toujours pas, et donc il se trouve que la France ne mène pas bataille au niveau européen, ne mène pas de bataille auprès des autres capitales européennes pour rassembler une minorité de blocage, un nombre suffisant d'États en Europe, au minimum 4, représentant 35% de la population européenne, ce qui est possible pour qu'ensemble ils bloquent cet accord de libre-échange dès la ratification prévue au sein du Conseil européen. C'est possible et la France ne le fait pas. Dans une tribune publiée dans Le Monde le 3 novembre dernier, les députés européens écologistes David Corman et Majdoudine Sbaï déplorent eux aussi le revirement d'Emmanuel Macron. Ces derniers s'inquiètent que le traité mette en péril la souveraineté réglementaire européenne et fragilise davantage la situation des agriculteurs. À quelques jours de l'ouverture de la COP30, un sommet des chefs d'État et de gouvernement s'est ouvert ce jeudi à Belém, au Brésil. L'enjeu pour les 57 dirigeants qui ont fait le déplacement est de sauver la COP30, fragilisée par le retrait des États-Unis de cet accord, et de renouer le dialogue entre les pays. 10 ans après l'accord de Paris, les États sont censés présenter de nouveaux engagements climatiques plus ambitieux que les précédents. On remarque sans grande surprise quelques absents au rendez-vous, comme l'Argentin Javier Milei ou le chef d'État russe Vladimir Poutine, qui détourne l'invitation depuis une dizaine d'années maintenant. La COP30 débutera officiellement lundi prochain pour une dizaine de jours. En parallèle, un sommet des peuples se tiendra dans la ville brésilienne en réponse à l'inaction des dirigeants. Plus d'1 millier de syndicats, d'organisations environnementales et de communautés autochtones se rassembleront pendant 4 jours à l'appel de la société civile brésilienne dans le but de peser sur les négociations. Merci d'avoir regardé cette nouvelle édition du Récap. N'hésitez pas à nous laisser vos impressions en commentaire si vous nous regardez sur YouTube ou via email si vous nous regardez à la télé. Et souvenez-vous, il y a un peu plus d'1 an, le média a été auditionné par l'Arcom pour investir la TNT. Mais plutôt qu'une chaîne libre et indépendante comme la nôtre, l'Arcom a préféré le projet du milliardaire Daniel Kretinsky. Et aujourd'hui, 2 nouveaux canaux se libèrent sur la TNT nationale et la TNT francilienne. Alors le média compte bien y candidater si l'Arcom en décide ainsi. Et comme toujours, nous porterons un projet commun avec nos camarades médias indépendants qui le désirent. Et si ce projet vous intéresse et que vous voulez nous soutenir, signez et faites signer notre pétition sur tntdesindés.fr. Et si vous voulez nous aider plus largement à produire une information libre et indépendante, n'hésitez pas à vous abonner aux médias ou à faire un don sur notre site internet ou simplement à en parler autour de vous et à nous suivre sur les réseaux sociaux. Et n'oubliez pas, en attendant la TNT, retrouvez-nous sur nos 2 chaînes YouTube, Le Média et Le Média 24/7. Très bonne soirée sur Le Média.